Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 9 août 2024. Ce matin, on réfléchit ensemble sur une situation qui se présente à un homme au foyer et qui, à l'heure actuelle, se trouve dans l'embarras. C'est en effet l'histoire d'un couple qui s'est constitué depuis plus de 18 ans avec des enfants. Les choses semblent aller pour le mieux à madame autant qu'au monsieur. Et un matin, alors que le mari arrangeait les affaires dans la chambre conjugale, il découvre un certificat de décès bien établi qui indique qu'il est mort depuis 3 ans en arrière. En clair, dans les affaires de madame, le mari découvre son propre certificat de décès faisant état de ce que lui, le mari, est décédé il y a de cela 3 ans. Naturellement, il est stupéfait. Comment comprendre que lui, bien vivant et bien portant, soit déclaré mort par sa propre épouse, qui d'ailleurs détient sur elle le document certifiant son décès? Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Comment réagir face à une telle situation? Quelles peuvent être les réelles intentions de la dame? Et comment envisager l'avenir de ce couple? Eh bien, c'est la trame de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Je vous espère nombreux. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on prend quelques informations en attendant la revue de presse. On commence par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui ce matin présente le rapport Copernicus de l'Observatoire européen de changement climatique. La chaleur en 2024, un record imminent sur la Terre. Et puis, professeur Ezeb Alihonou, portrait d'un humaniste hors pair. C'est à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité, beaucoup plus à la page 3 du journal. Et puis, relations et rupture amoureuse, le fruit de l'ingratitude. Et puis, ouverture et exploitation des salles de fête en République du Bénin. Le ministre Didier Tonato rappelle à l'ordre les promoteurs. L'opinion aujourd'hui, réforme de la décentralisation, collaboration maire et nouveau cadre s'améliore. Et puis Tata Adjache, une BD nourrie des faits historiques. Allez. Quotidien d'Abarou, exploitation illégale des salles de fête en bâche au Bénin, les promoteurs récidivistes dans le collimateur du gouvernement. Et puis commune de Didja, un réseau de vol de bétail démantelé par la population. Pendant ce temps, il y a une campagne d'orientation prévue le 16 août en direction donc des nouveaux bacheliers. On parle de la sélection et de classement des nouveaux bacheliers au Bénin. Allez, achetez le quotidien Fraternité et vous avez le reste des détails. Ingrid, bonjour. Bonjour Rabé, bien bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et à Cotonou qui abrite depuis hier le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. L'événement offre un cadre de discussion à 2000 collectivités territoriales avec une présence effective de près de 800 acteurs de développement à la base. C'est l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique qui a organisé ce grand rendez-vous qui se tient sur 3 jours. On va suivre tout à l'heure le compte rendu. À suivre également les explications du secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est à l'issue de l'atelier de validation de l'audit indépendant des marchés publics des différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2021. La rencontre a réuni les responsables des marchés publics et cadres de l'ARMP et de l'inspection générale des finances. On développe tout ceci dans un instant. Rebonjour à tous. Des leviers de relance dans un contexte démocratique de crise géopolitique
économique et de transition. C'est autour de ce thème que s'anime depuis hier le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, organisé par l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique. Ce grand rendez-vous de 3 jours mobilisé à Cotonou, près de 800 acteurs de développement à la base. William Cliquant nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. Un forum qui crée le débat autour des enjeux actuels de la démocratie participative dans les collectivités territoriales, avec autour plus de 800 acteurs. 3 jours pour écouter les critiques et solutions proposées par la recherche universitaire, entendre le son de cloche des experts de la gouvernance locale dans la société civile, puis découvrir les bonnes pratiques et expériences enrichissantes enregistrées ça et là. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ça pose le défi de comment nous allons travailler avec eux pour ancrer en eux toutes ces valeurs de la démocratie, toutes ces valeurs de la citoyenneté, toutes ces valeurs de la démocratie et de la décentralisation. Au volet scientifique et pratique, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique est un laboratoire de la gouvernance à la base. Les défis liés au concours de crise de tous ordres et aux différentes transitions en cours dans le monde vont y être discutés dans le but d'identifier des portes de sortie. Nous devons également évoquer les défis qui sont les nôtres, la résistance au changement, le manque de ressources et la nécessité de former et de sensibiliser davantage de citoyens et de leaders locaux afin d'asseoir une vraie démocratie participative dans nos territoires. Mais chaque défi est aussi une opportunité de renforcer nos pratiques, d'innover et de construire des alliances solides pour une démocratie participative durable. Je voudrais souhaiter que ces échanges fructueux apportent encore plus de consolidation, encore plus de prise en compte des aspirations profondes des populations qui sont liées à cette gouvernance locale et qui sont par cette gouvernance locale liées à la gouvernance générale des États et des nations. L'Observatoire international pour la démocratie participative en Afrique, organisateur du FIDEPA 5, couvre 31 pays, 61 universités, avec 222 organisations de la société civile accréditées. Avec Malena Zinongbe et Rachidi Souberou, nous allons à présent faire le point d'un séminaire de 3 jours organisé par l'ONG We Social Movement. La rencontre a pour objectif de sensibiliser sur les questions de violence basées sur le genre. Suivons. Séminaire de prise de conscience et de sensibilisation axé sur les violences basées sur le genre. C'est autour du thème Femmes, syndicats et nouveau contrat social en Afrique que va s'articuler les réflexions. Visant à prévenir sur les VBG, cette rencontre va également permettre d'alimenter les échanges autour du processus de ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail. En tenant compte que la mission des organisations syndicales est la défense et la promotion des droits des travailleurs, le choix de ce thème est de grande pertinence. Dans ce sens, intégrer dans l'agenda de priorités syndicales la lutte contre la violence basée sur le genre et l'harcèlement est crucial. Il me plaît de porter à l'attention de tous les participants ici présents que le processus en vue de la ratification de la Convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail est engagé par le ministère du Travail et de la Fonction publique du Bénin en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier bien évidemment le ministère des Affaires étrangères. Ce séminaire de 2 jours favorise la promotion de l'égalité du genre
et facilite les échanges sur les questions liées aux violences basées sur le genre. La mobilisation des médias et des réseaux sociaux reste un facteur déterminant pour combattre le phénomène. Nous nous rassemblons ici pour discuter et agir sur des questions qui touchent le cœur même de nos sociétés et de nos valeurs communes. La lutte pour l'égalité, la justice sociale et la protection des droits fondamentaux des femmes, l'éradication de la violence et le harcèlement sur nos lieux de travail, bref, la Convention 190 de l'OIT. Les syndicats ont donc un rôle crucial à jouer pour garantir que la voix des femmes soit non seulement entendue, mais aussi valorisée et intégrée dans toutes les discussions sur les droits des travailleurs. En nous engageant aux côtés de nos partenaires à ce séminaire, nous avons la certitude que nos partenaires auront des outils de promotion de l'égalité des genres, des outils pour faire accélérer la ratification de la C190. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ une femme sur 3 est victime de violences physiques, psychologiques, domestiques, émotionnelles ou sexuelles. Ces victimes de VBG souffrent de troubles post-traumatiques, souvent durables et sévères. Les responsables des marchés publics et cadres de l'autorité de régulation des marchés publics et de l'inspection générale des finances étaient en atelier à Semekbodji. Il était question pour eux de valider l'audit indépendant des marchés publics des différentes autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2021. On écoute ici les explications du secrétaire permanent de l'ARMP. L'ARMP a entre autres mission de réaliser chaque année un audit indépendant des marchés publics en faisant recours à un cabinet indépendant. Alors pour l'année 2021, il faut remarquer que nous sommes en 2024, certes, c'est parce que depuis plusieurs années, nous avons accusé de retard dans l'organisation des audits annuels. Sinon, normalement, c'est chaque année qu'il faut organiser ces audits. Alors nous sommes inscrits depuis 2021 dans un processus de rattrapage. Et ce qui a fait que les audits non réalisés de 2018, 2019, 2020, 2021 sont en cours de réalisation. On a déjà pu, l'année dernière, valider les rapports de 2020. Nous sommes cette année donc en train de valider les rapports des audits des marchés publics au titre de 2021. Et 2019-2018 également sont en cours de réalisation pour que nous n'ayons plus au Bénin de retard dans la réalisation des audits des marchés publics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un contrôle a posteriori de tout ce qui a été fait au cours de l'année 2021 par les acteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre en compte les 300 acteurs et autorités contractantes, mais on procède à un échantillonnage représentatif. Et donc, c'est cet échantillon qui a été pris en compte par le cabinet, qui a passé au peigne fin les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles qui ont été passés pour vérifier la conformité donc, des procédures qui ont été mises en œuvre par rapport à la réglementation d'une part, et d'autre part de vérifier si les réalisations, à travers la matérialité des réalisations, est conforme à ce qui a été commandité par l'État. Et donc, au terme des travaux du cabinet, les rapports ont été présentés aujourd'hui aux acteurs qui, une deuxième fois, doivent faire leur contre-observation. Et durant les 3 jours de travaux, ces acteurs ont pu comprendre ce qu'on leur a reproché, apporter les contre-observations possibles, appuyer des preuves qui seront analysées avant que le rapport définitif ne soit présenté au Conseil de régulation pour que le Conseil se prononce là-dessus, procède à la détermination d'un plan stratégique pour la prise en compte des recommandations du cabinet pour améliorer le système et éventuellement s'autosaisir en matière disciplinaire pour connaître des cas d'irrégularité suffisamment graves pour que les acteurs concernés puissent s'expliquer devant l'organe de régulation pour que désormais ces pratiques ne se répètent plus. Direction Djougou maintenant. Djougou qui accueille la première revue des activités des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique ouverte mardi dernier par le ministre Yves Tchabi-Kwaro. Cette rencontre a permis au corps d'encadrement de faire le bilan des activités menées et d'analyser les goulots d'étranglement tout en formulant des recommandations. Abdou Sabi Idrisso pour les précisions. Ce que vous faites ici est capital pour le devenir de notre sous-secteur.
L'amélioration des performances des structures du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au cœur de ces assises de Djougou, c'est la première revue des activités de coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique du ministère au titre de l'année 2024. Pendant 6 jours, ces membres du corps d'encadrement pédagogique vont évaluer la mise en œuvre des lettres de mission des inspecteurs coordonnateurs. Au cours de ces quelques jours de travail, nous échangerons sur notre bilan du premier semestre de 2024, sur des communications et bénéficieront du renforcement de capacités. Par ailleurs, le nouveau positionnement de l'IGPM et des CCIP dans l'architecture des structures de notre ministère nous invite à des responsabilités plus grandes. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et des circonscriptions d'inspection pédagogique, grâce à votre expertise et à votre expérience, vous veillez à la mise en œuvre des directives nationales en matière d'éducation et de formation. Votre mission est de garantir dans nos établissements scolaires un enseignement de qualité, conforme aux standards nationaux et internationaux. Cette rencontre bilan qui revêt une importance capitale s'inscrit dans le cadre de la gestion axée sur les résultats et la mise en œuvre du plan de travail annuel 2024 du dit ministère. Depuis quelques années, notre système éducatif est engagé dans un processus de transformation qualitative. De nombreuses réformes ont été entreprises par le gouvernement béninois en vue d'inscrire notre système éducatif dans une dynamique de l'amélioration continue des acquis. C'est pourquoi je me réjouis des résultats scolaires de ces dernières années auxquels vous contribuez énormément, même si l'enthousiasme reste incomplet, tant qu'il existe des pleurs d'échecs enregistrés ici et là. Plusieurs communications sont prévues dans le cadre de cette revue. Il s'agit entre autres du fonctionnement des coordinations des circonscriptions d'inspection pédagogique et la préparation des journées pédagogiques de pré-rentrée 2024-2025. Coordination des circonscriptions d'inspection pédagogique. C'était le bulletin Wahab Alipara. Merci à vous Ingrid Day. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour partager le reste de l'actualité avec nos téléspectateurs. L'information qui se poursuit par ici sur le plateau d'Actu Matin. On parle de la chaleur en 2024. C'est un record imminent sur la Terre. Nous sommes là avec le quotidien Fraternité. Le quotidien Fraternité qui fait un portrait d'un homme humaniste hors pair. Allusion faite donc au professeur Ezeb Alihonou. Et puis, cet article sur les relations et ruptures amoureuses, c'est le fruit de l'ingratitude. C'est Ariane Haïté à Savedo qui se prononce sur le cas de la malcompréhension entre conjoints. Nos mauvaises actions et comportements portent un coup à la santé mentale des victimes, précise-t-elle. Et puis, ouverture et exploitation des salles de fête en République du Bénin. Le ministre Didier Tonato rappelle à l'ordre les promoteurs. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Candide Noueto, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, on parle sport avec vous juste après cette petite transition. Alors, Candide, les JO de Paris vont connaître leur épilogue ce week-end. Et donc, hier jeudi, les demi-finales ont été jouées au basket masculin. Évidemment, 2 affiches alléchantes des demi-finales qui ont tenu toutes leurs promesses. D'abord, la première qui a vu la France passer en finale devant l'Allemagne. Un match âprement disputé entre les deux nations, mais la France, avec un Victor Wembanyama et ses coéquipiers bien éveillés, vont se réveiller d'un sommeil
matinale. Les Bleus ont perdu le premier quart-temps 18-25 avant de s'imposer avec la manière lors des troisième et quatrième quart-temps 15-8 et 23-15, ce qui leur permettra de s'imposer au score cumulé, même si le dernier quart-temps a été dominé par les Allemands 19-17. Score final 73-69. La seconde demi-finale a vu les États-Unis passer in extremis en finale après un match électrique. Face à la Serbie, ils gagnent 2 cartons comme leur adversaire, seulement qu'à la différence du nombre de paniers inscrits, ils sont les mieux favorisés. Score final 95-91. Une victoire donc avec seulement 4 points d'avance. LeBron James et ses coéquipiers n'ont pas pu mieux faire que ça face à leurs adversaires qu'ils avaient bien maîtrisés à leur entrée en compétition. La finale va se jouer demain samedi à partir de 20h30 entre la France et les États-Unis. Bien avant cela, la petite finale va se jouer entre l'Allemagne et la Serbie à partir de 10h00. Prenez donc les différents rendez-vous. Et donc chez les dames, les demi-finales se jouent ce vendredi à partir de 16h30. Les États-Unis seront face à l'Australie, puis à 20h. La France va en découdre avec la Belgique. Allez, on parle football maintenant, nos candidats. Le match de la médaille de bronze chez les hommes a été joué hier entre le Maroc et l'Égypte. On note que de toutes les façons, c'est l'Afrique qui encaisse la médaille de bronze. Évidemment, dans un duel de représentants du continent africain, les Lions de l'Atlas du Maroc ont malmené les Pharaons de l'Égypte avec un score sans appel de 6-0. À la 23e minute de jeu, Zalzouli ouvre le score pour les Lions. Raimi va doubler la mise 3 minutes plus tard. À la 50e minute de jeu, El Kanous triple le score avant le but du doublé de Raimi. À la 64e minute de jeu, portant le score à 4-0. Nakash va corser l'avantage à la 113e minute avant le but d'Ishraf Hakimi à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Une victoire historique qui permet donc aux Lions de l'Atlas du Maroc de décrocher la médaille de bronze au football chez les hommes, la première de son histoire et sa toute première médaille olympique au football dans cette catégorie. Le Maroc devient ainsi le 3e pays africain à décrocher une médaille de bronze au JO dans l'histoire du football du continent après le Ghana en 1992 et le Nigeria en 2016. Par ailleurs, il devient le pays africain qui décroche une médaille olympique après le Nigeria, le 4e pays africain qui décroche une médaille olympique après le Nigeria, le Cameroun et le Ghana. Après la petite finale, la finale même est programmée pour ce vendredi à partir de 17h. Elle va mettre aux prises la France à l'Espagne qui sera champion olympique au football masculin. Rendez-vous à partir de 17h. Pour cette explication, chez les dames, la 3e place se dispute ce vendredi entre l'Espagne et l'Allemagne. Ça sera à partir de 14h30, 14h00. La finale, elle, va se jouer demain samedi à 16h entre le Brésil et les États-Unis. Allez, on reste sur le continent pour parler football avec cette page sombre, le décès de l'ancien président de la CAF, candidat. On apprend depuis hier la mort de Issa Hayatou. Évidemment, la mauvaise nouvelle est tombée dans la soirée d'hier au Arabe. L'ancien patron de la Confédération africaine de football est décédé ce jeudi 8 août 2024 à l'âge de 77 ans. Selon les informations relayées par plusieurs médias, il serait mort dans la capitale française des suites d'une maladie. L'homme a dirigé l'instance fêtière du football africain pendant 29 ans, de 1988 à 2017. Et même en 2017, il s'est à nouveau présenté aux élections pour sa propre succession, mais malheureusement va connaître une défaite face à l'Algérien Ahmad, le prédécesseur de Patrice Motsepe à la tête de l'instance. Il n'a pas dirigé que l'instance du football africain. Le Camerounais a également dirigé d'octobre 2015 à février 2016 la FIFA en tant que président par intérim suite à la suspension de Sepp Blatter, président d'alors. A noter que dans son pays natal, Issa Hayatou a aussi dirigé le football camerounais en tant que président
de la Fédération camerounaise de football. Allez, on va présenter, n'est-ce pas, nos sincères condoléances à l'ancien patron de la Confédération africaine de football. On va changer de discipline au arabe dans le cadre de la vulgarisation du sport électronique au Bénin. Le comité de promotion de l'e-sport au Bénin a organisé le week-end écoulé la phase finale de la première édition du Bénin e-sport League. Après les phases zonales déroulées sur plusieurs semaines, les différents e-athlètes qualifiés pour la phase finale se sont donné rendez-vous le samedi dernier à Cotonou pour le titre dans les différentes catégories. Il faut dire que cette ultime phase de la compétition s'est déroulée, c'était à Kpakpa, à Cotonou, avec la participation de plus d'une vingtaine d'athlètes. On va suivre maintenant le reportage de cette étape de la compétition. Casque à l'oreille, manette en main et les regards bien fixés sur l'écran en face. Des jeunes béninois en pleine compétition de jeux vidéo dénommée e-sport ou encore sport électronique. Déjà, ils commencent à enchaîner les tactiques perso et des créations précises et voient avec la défense et là ils passent avec Marquinhos. C'est la phase finale de la première édition du Bénin e-sport League qui réunit les 24 meilleurs e-sportifs qualifiés à l'issue des phases zonales, dont 8 par catégorie. Au menu, des jeux de combat à savoir le Tekken 8 et le Street Fighter 6 et un jeu de football à l'instar de l'eSport 24. Dans les 3 catégories, les différents e-athlètes se sont affrontés dans un format de quart de finale. Ensuite, les 4 vainqueurs sont passés à l'étape des demi-finales avant que les meilleurs d'entre eux ne valident leur ticket pour le grade final. Le niveau était vraiment au top, mais comme on le dit souvent, il y a toujours plus fort que soi. Donc c'est un peu ça qui a fait la différence aujourd'hui. On est tombé sur les joueurs du sud, du nord, mais on a pu sortir notre épingle du jeu. J'ai perdu mon premier match et suite à ça, j'étais vraiment un peu abattu. Mais il y a une force qui m'a dit, mon frère, c'est pas encore fini. Du coup, je me suis remobilisé, je me suis révolté. J'ai dit, évidemment, c'est pas fini. Même mon second match, j'ai été mené au premier abord. Après, je suis revenu au score et j'ai pu égaliser et puis gagner par la fin. Très lourd, surtout quand on... L'objectif de cette première édition du Bénin e-sport League est non seulement la promotion du sport électronique au Bénin, mais aussi la marche vers la professionnalisation. Et au terme de cette phase finale, le bilan est encourageant. On a vu des jeunes qui étaient dévoués, qui étaient acquis à la cause. En plus de ça, nous remarquons qu'il y a une envie d'être fédéré qui est mise en place. Tout ce que je peux dire, c'est une très belle expérience, quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et c'est clair que l'année prochaine, ça va se refaire. Nous avons une découverte, un très bon joueur au niveau du Mono Gamer, qui a pu battre un joueur Afrigamer. C'est une première, c'est quelque chose, c'est inédit. Donc je remarque en fait qu'il y a du travail qui se fait dans les centres, dans le centre plutôt, dans les départements. C'est quelque chose qu'il faudra encourager. Tout ce qu'il nous reste à faire actuellement, c'est déjà de nous retrouver entre présidents, de parler des ratés ou des réussites et d'essayer de mettre en place des statuts et des règlements pour pouvoir passer en fédération. Les vainqueurs dans les 3 différentes catégories ont été récompensés avec un trophée et une enveloppe financière de 100 000 francs chacun. Les 2e et 3e, quant à eux, sont repartis avec des enveloppes financières et d'autres lots de consolation. À noter que les champions dans la catégorie du Tekken 8, Street Fighter 6 et de l'eSport 24 vont représenter le Bénin dans les tout prochains jours à 2 compétitions continentales, notamment au Togo et au Nigeria. Casque à l'oreille, manette en main et les regards bien fixés sur l'écran en face. Des jeunes béninois en pleine compétition de jeux vidéo dénommée e-sport ou encore sport électronique. Déjà, ils commencent à enchaîner les tactiques perso et des créations précises et voient avec la défense et là ils passent avec Marquinhos. C'est la phase finale de la première édition du Bénin e-sport League qui réunit les 24 meilleurs e-sportifs qualifiés à l'issue. Voilà, à noter qu'avant cette phase finale, une journée porte ouverte a été organisée par Afrigamer pour permettre aux passionnés du sport électronique de découvrir les débouchés liés au numérique. On va suivre à ce propos Médard Tchekiti.
En fait, nous nous inquiétons pour la jeunesse. Nous voulons que la jeunesse puisse avoir des débouchés, des portes de sortie. L'idée de cette porte ouverte, c'est de permettre à la jeunesse de se projeter dans le futur, je vais dire, pour pouvoir avoir une idée sur les métiers qu'ils peuvent avoir, histoire de diminuer le niveau de chômage et tout. Les jeux qui se font pourront amener les jeunes à être des développeurs, des game designers, des graphistes, des dessinateurs, des créateurs de jeux, parce qu'on a besoin de créateurs de jeux sur les jeux africains, sur les réalités africaines. On ne va pas toujours exporter les jeux d'ailleurs pour pouvoir jouer. Donc l'idée en fait, c'est de permettre aux Béninois d'être autonomes dans ce domaine, de faire la promotion des métiers du numérique et de diminuer le niveau de chômage. Voilà donc tant de moyens qui sont mis pour la vulgarisation du sport électronique, sinon du e-sport au Bénin. On va finir par la Ligue Pro de handball saison 2024 dont la phase 1 se poursuit au rôle des A de Cotonou. La troisième journée s'est déroulée hier chez les dames. Flambeau SC a battu 33-11 Espoir Handball Club. Asso Modèle a dompté par 33-29 Asso Bawa. Puis Flower CNSS a disposé de Adidja Handball Club 29-22. Chez les hommes, Buff Handball Club a courbé les chines devant Flower CNSS 12-24. Aspac Handball Club s'est incliné 24-26 devant Adidja Handball Club. Et pour finir, Asso Modèle a pris le meilleur sur Abo Sport 22-14. La quatrième journée de cette étape de la compétition s'ouvre ce matin chez les dames à 9h. Dès qu'il va sonner 9h, Espoir Handball Club sera face à Asso Modèle. Dès qu'il va sonner 12h30, 12h00, Aspac Handball Club sera l'adversaire de Adidja Handball Club. À 15h00, Flower CNSS va en découdre avec Flambeau SC. Chez les hommes, Buffle Handball Club va affronté à 10h00 Adidja Handball Club. À Aspac sera face à son homologue de Asso Modèle dès qu'il va sonner 13h00 et puis Flower CNSS sera l'adversaire de Abo Sport dès qu'il sonnera 16h30. Alors, c'est tout pour les sports de ce matin. C'est tout pour les sports de ce matin. Merci à vous, candidat Rouet. On va parler maintenant numérique et accès à Internet avec l'ONG Internet sans frontières. On aura bien de matière autour du concept examen périodique universel. C'est Dr Kemal Afagno qui nous propose son éclairage. Il est le responsable Afrique de l'Ouest Internet sans frontières. On verra de quoi retourne ce concept, le concept examen périodique universel. À tout de suite. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zoborouet vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Allez, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, on va parler numérique et accès à Internet avec l'ONG Internet sans frontières. Nous sommes en ligne avec Dr Kemal Afagno. Dr Kemal Afagno, bonjour. Monsieur Dipera, bon. J'espère que vous allez très bien. Oui, très bien, je vais très bien, je me porte très bien et je me réjouis de me retrouver aujourd'hui avec vous
sur le plateau d'Actu Matin. Ça fait plaisir. Je précisais que vous êtes responsable Afrique de l'Ouest Internet sans frontières. Vous avez également la casquette d'observateur des élections, une mission qui, dans le cadre des activités au niveau de Internet sans frontières, vous a conduit en RDC, au Mozambique, en Afrique du Sud et même en Russie pour le dernier scrutin. On parle donc d'un concept un peu singulier, mais je voudrais très rapidement que vous nous présentez votre ONG Internet sans frontières. Oui, de façon... Merci beaucoup, merci infiniment de me recevoir. Donc, de façon succincte, Internet sans frontières défend les droits humains sur Internet, en particulier le droit à l'accès non limité au réseau, la liberté d'expression, le droit également à la sécurité des informations personnelles et privées. L'objectif, entre autres, d'Internet sans frontières est de promouvoir, donc vous aurez compris avec moi, l'accès et la libre circulation des informations et des connaissances sur Internet. L'objectif également de notre organisation est de promouvoir la circulation des idées, de faciliter les débats et de lutter contre toute forme de censure sur les réseaux connectés. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de l'examen périodique universel. C'est un concept un peu nouveau pour beaucoup, même si sans doute cela revêt une importance essentielle. Que pouvez-vous nous en dire sur ce concept? Que signifie-t-il exactement? Alors, le concept de l'examen périodique universel, c'est un mécanisme qui consiste en l'examen de tous les États membres du système des Nations Unies par leurs pairs. Donc, c'est un examen qui vise à dresser un état des lieux concernant la mise en œuvre de la situation des droits humains sur un territoire et de traiter notamment des violations liées à ces droits. Alors c'est dans ce cadre aujourd'hui que je suis heureux de me retrouver ici parce que dans le but de faciliter la mise en œuvre et le suivi des recommandations acceptées par le Bénin à l'occasion de son 4e cycle de l'examen périodique universel, nous avons donc travaillé en amont à cet événement. Donc au niveau du Bénin, je dois dire que Internet sans frontières suit de près les activités que le gouvernement entreprend dans le secteur du numérique, car le gouvernement béninois, comme vous le savez, a identifié la numérisation comme un important levier d'action pour accélérer la croissance sociopolitique du pays. Oui. Pour cette raison, donc le gouvernement a engagé donc de nombreuses réformes afin de structurer le secteur du numérique et de faire donc du Bénin une sorte de plateforme de référence dans le secteur du numérique. Toutefois, mener à bien une transformation numérique dans l'administration et le secteur privé, c'est un défi important. Et en termes de défis, vous avez par exemple la question de la régulation. La régulation, donc c'est cette régulation qui est une tâche complexe, une tâche lourde, et dans le cadre donc de notre contribution à cet exercice que constitue l'examen périodique universel, donc nous avons choisi de saisir cette opportunité pour envoyer donc des observations écrites qui ont été prises en compte par des missions diplomatiques que nous avons rencontrées, et donc ensuite ces missions diplomatiques ont pu formuler des recommandations au Bénin qui aujourd'hui dans le cadre de cet examen est supposé donc les mettre en place, les mettre en pratique pour une amélioration concrète de la situation des droits humains dans le pays. Ouais. D'accord. Alors l'examen périodique universel, comment cela se déroule exactement? Alors, de façon pratique, l'examen périodique universel se déroule à Genève, donc au Palais des Nations. Pendant l'examination présente un rapport sur la situation des droits humains dans le pays. Par la suite, il y a qui dure autour de 3h30 entre le pays examiné, facilité de façon pratique par un groupe de 3 rapporteurs élus par les membres du Conseil des droits de l'homme en tenant compte généralement du critère géographique. Donc, après la discussion dont je viens de parler, le groupe de travail de l'examen périodique universel qui est composé de tous les membres de tout le Conseil des Nations, et de 2 observateurs adoptent de manière informelle un document produit qui inclut donc une liste de recommandations formulées lors de l'examen du pays concerné. Et donc, de façon globale, tous les pays qui adhèrent donc au principe de l'ONU peuvent y participer et faire des recommandations que l'État qui est examiné doit ensuite,
il peut soutenir ces recommandations et donc s'engager à les appliquer, ou il prend note sans engagement d'application de sa part. Donc, chaque examen est confié en général à 3 États choisis par tirage au sort par le Conseil des droits de l'homme parmi ces 47 membres en exercice. Donc c'est à ce trio que revient la charge de produire le rapport final. L'État qui a examiné, en général, durant cet exercice, dispose de 70 minutes qu'elle peut aménager à sa convenance pour assurer la présentation initiale de son rapport. Elle en profite également, donc cette délégation en profite également pour répondre aux questions à l'avance et aux questions et observations exprimées lors du dialogue interactif. Et donc c'est un peu de façon pratique comment ça se déroule. En fait. D'accord. Alors on se pose la question de savoir sur quel type de document s'appuie cet examen. Alors, cet examen, en fait, s'appuie sur le rapport national de l'État qui fait l'objet donc de l'examen. Il s'agit souvent d'une auto-évaluation qui constitue une vingtaine de pages réalisées par l'État concerné. Et puis, à cela se rajoutent des informations en provenance des organes des Nations Unies et puis de résumés. Donc, ces informations sont résumées dans un document qui contient une dizaine de pages. On note aussi des informations qui émanent d'autres parties prenantes de la société civile, comme par exemple notre organisation. Donc, et ce genre de document, pour sa part également, contient une dizaine de pages. À l'issue de l'examen du Bénin, par exemple, le pays avait reçu un total de 16 recommandations concernant la thématique de la liberté d'expression, dont 11 recommandations qui étaient axées sur la question des droits numériques. Parmi les pays qui avaient fait des recommandations, par exemple, on retrouve l'Australie, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, l'Espagne, la Suisse, les États-Unis et l'Uruguay. Donc, dans un contexte où le Bénin est en train de procéder à un lifting de sa carte diplomatique, ces différents pays en ont profité donc pour formuler des recommandations qui étaient axées de façon ciblée sur les questions de liberté d'expression et de droits numériques. D'accord. Alors, tout ce que vous développez là, M. Afagnon, n'est-ce pas, ça nous envoie, sinon ça nous conduit directement vers le code du numérique que beaucoup de pays ont adopté, le Bénin également. Alors, selon vous, pourquoi ce code du numérique suscite tant d'intérêt au niveau des autres pays du monde? Je vous ai entendu tout à l'heure citer pas mal de pays. On parle de Costa Rica, du Danemark, de l'Estonie, Luxembourg, Espagne, Suisse et bien d'autres pays. Pourquoi ce grand intérêt? Alors, pour ces pays, il y a un intérêt tout d'abord parce qu'il y a des craintes que ce code du numérique, en fait, ce code semble se suffire à lui-même en faisant fi dans lequel le Bénin évolue. Donc, on parle aujourd'hui d'un examen qui est organisé au niveau des Nations Unies. Le Bénin fait partie intégrante de ce système, mais ce code aujourd'hui semble se suffire à lui-même et fait abstraction de cet écosystème législatif. Donc, il y a aussi les nombreux abus et manquements de ce texte qui ont été recensés depuis qu'il est mis en pratique. Lorsqu'on évoque des droits tels que la liberté d'expression, donc la liberté d'expression qui s'entend comme le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns dans les domaines de la religion ou de la morale. Donc la liberté d'expression concerne bien entendu ce que l'on dit porte en public, ainsi que la facilité avec laquelle on a accès à l'information, par exemple, y compris à l'information relative à l'action de l'État. Donc c'est une notion qui touche à de nombreux droits qui lui sont associés, tels que le droit à la liberté d'association, personnes ou les entités avec qui un regroupement de personnes peut se faire. Ce droit est lié aussi pour sa part au droit à la liberté de réunion pacifique, au droit de se rassembler violente et de rencontrer d'autres personnes, notamment par exemple dans le cadre de manifestations pacifiques. Donc voilà autant d'aspects qui fondent l'espace civique, qui déterminent l'existence même des organisations de la société civile et conditionnent l'exercice d'autres droits. Donc à cela, j'aimerais rajouter par exemple que la liberté d'opinion est un principe de liberté fondamentale qui permet la communication d'opinion personnelle sans entrave de l'État quand on se réfère par exemple à la liberté de presse. Et le Bénin aujourd'hui est suit une trajectoire
on aimerait, donc tous ces pays aimeraient que des pratiques démocratiques se consolident. Donc dans un tel contexte, il est important de préserver ce type de liberté, car in fine, ce sont des libertés qui permettent de rappeler aux dirigeants qu'ils ont pris des engagements et que leur responsabilité est engagée. Et au-delà de ça, donc, je tiens à dire que concernant les pays que vous venez de il y a également des craintes par rapport à la possibilité que le Bénin oublie les promesses et engagements qu'il a fait en adhérant au processus de l'examen périodique universel. Je tiens à souligner qu'au niveau national et international, le Bénin est tributaire de certains textes de loi et de certains accords. Et quand de tels engagements sont pris, l'État doit autant faire que respecter ces engagements. C'est pour cette raison que lors de notre participation aux travaux préparatoires de l'examen périodique universel, nous avons fait des recommandations afin que le Bénin respecte ses obligations constitutionnelles et internationales en matière de liberté d'expression en ligne, en mettant fin par exemple aux coupures du réseau Internet et en procédant à une modification de ce code du numérique. En fait, au cours de l'examen périodique universel, les ONG peuvent valablement jouer ce rôle auprès des gouvernements qui sont intéressés par. Nous avons été ravis de voir que notre travail a payé et que plusieurs pays, plusieurs missions diplomatiques ont pour formuler des recommandations dans ce sens au Bénin. Par ailleurs, les pays que vous venez d'énumérer aussi dans votre question estiment que certaines dispositions de ce code sont très libéralement en raison de nombreuses arrestations et poursuites menées contre des journalistes et des blogueurs, entre autres. Récemment, par exemple, M. Ali Bara, on a encore assisté à 2 cas d'infraction, notamment dans une affaire de harcèlement en ligne concernant une histoire d'expropriation pour cause d'utilité publique à Togbin, zone 2, où un acteur politique a été interpellé. Un autre dossier où le code du numérique a été brandi, c'est une affaire où on retrouve un individu qui a publié sur les réseaux sociaux une scène de bavure policière à Nati Tengu, un dossier dans lequel l'individu en question a été arrêté et incarcéré au même titre que les policiers qui ont commis ces bavures pour avoir enfreint donc aux dispositions du code du numérique. D'accord, vous estimez qu'il y a beaucoup de choses qui sont à corriger dans le code du numérique. Exactement. D'accord. Alors, quelles sont, selon vous, très rapidement, les forces et les faiblesses de ce mécanisme, je dirais, de l'examen périodique universel? Alors, parmi les forces de l'examen périodique universel, on trouve d'une part le principe d'universalité et l'égalité de traitement qui est offert à tous les États, et d'autre part le fait qu'il s'agit d'un examen le fait que l'examen soit organisé par des pairs, donc c'est les pays qui s'asseyent pour l'organiser, qui de surcroît est international et public, donc c'est un événement public, grand public. Cela signifie premièrement qu'en principe, ne peut désormais refuser de reconnaître les droits humains en tant que norme commune de la société internationale s'appliquant à tous les pays sans exception. Comme autre force de l'examen périodique universel, il y a le fait qu'il soit organisé par des pairs et qu'il soit aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est organisé de façon cyclique. Donc, c'est périodique et donc ça permet de faire des points réguliers. Et cela signifie donc que les États sont régulièrement soumis, par exemple, à une périodicité de 4 ans. Donc, cette périodicité offre de nouvelles possibilités pour exiger, par exemple, que l'État examiné rende des comptes quant aux engagements qu'il a pris lors de la session d'examen précédente. Enfin, l'examen périodique universel permet de tisser également de nouveaux liens entre des mécanismes internationaux et des acteurs politiques en œuvre, comme c'est le cas de l'activité que nous avons organisée en janvier, par exemple, au Parlement, pour sensibiliser justement les députés à l'hémicycle de Porto Novo concernant donc l'importance de la mise en œuvre des recommandations découlant de cet exercice, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et les droits numériques. Concernant les faiblesses du mécanisme de l'examen périodique universel, je note 2 grandes tendances actuellement, donc, qui sont susceptibles de limiter l'efficacité de l'examen périodique universel. En premier lieu, donc, il y a certains groupes d'États, souvent ceux qui expriment de façon modérée ou de façon faible, donc des soutiens à certains pays, donc cette opportunité pour dresser des louanges au lieu d'évaluer la performance réelle de leur pairs de façon critique en ce qui concerne les droits humains. Donc cette action, ce type d'action peut entacher la crédibilité de ce mécanisme sur le long terme si rien n'est fait pour empêcher qu'il ne donne lieu à des copinages.
Alors, on va finir, monsieur docteur Afagnon, par cet aspect. Oui. Vous avez participé, n'est-ce pas, aux travaux préparatoires, je dirais, de cet examen périodique. Avez-vous conduit d'autres actions dans l'atteinte de vos objectifs? Ce serait la dernière question. Oui, donc au mois de janvier, par exemple, nous avons organisé avec distribution à la fin de l'atelier de certificat de participation à l'endroit des députés. C'était une occasion pour les sensibiliser dans un premier temps au mécanisme de l'examen périodique universel. Donc cette action auprès des élus de la nation s'inscrit dans la dynamique des principes qui guident d'ailleurs l'examen périodique universel, un mécanisme dont le fonctionnement est dirigé vers l'action. C'était pour nous l'occasion de montrer que les références formelles de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin sont perfectibles, tandis que les solutions actuelles fournies par ce code face à l'évolution des pratiques numériques en ligne au Bénin nécessitent une remise à niveau. C'est pour ça que nous continuons le travail avec les députés et que nous envisageons un second atelier dans ce sens pour continuer à travailler avec eux dans le sens d'une amélioration de ce texte en fait. Ouais. D'accord. Docteur Kebala Afagnon, merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie infiniment. D'accord, je rappelle que vous êtes responsable Afrique de l'Ouest Internet sans frontières et avec vous on parlait du numérique et l'accès à l'Internet, de même que ce travail que vous nous avez apporté, pour ne pas dire cette lumière que vous nous avez apporté sur le concept examen périodique universel. Mesdames, Messieurs, voici maintenant venue l'heure de nos discussions de ce vendredi. Akpè 5 de Koji au Djoko d'Alokpade et des deux. Benkane, Yakosi, Djezoignan. Connais-tu Balouton? Et le même bawa bomi pendo. Amanterosa ombre bon man kwabo. Waromlo dika amandra bon mamo bon. On t'avoir plus mon baby. Ça te plaît maintenant. À moi quoi t'as joué à oblo kwabo là. 2500 tu rejoins le mouvement. Bon kwabo à deux doigts où mon vol anyway. Côté. 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 Yawai. Côté. Côté. Allo Bache Kwabo, c'est le nouveau schéma. Abonnement pour de quoi chlorundekman. Canal Plus ou quoi roumi c'est beau. 250 chaînes à 2500 francs. 5000 ben noble d'aïmen coulé. Maintenant avec Kwabo, j'ai ma chaîne préférée. Sous patron, oui le Canal Plus. Abonnement j'ai banjo, mais bini comptez-les. Kwabo c'est la solution, le temps du me avec chez Banak pour série. Depuis 200 euros décodeur, abonnement pour Ablo. Kwabo ou à écouter. Et le même Babo Mistendo. Amanterosa, ombre abonnement Kwabo. Warombo Tika, amandro abonnement bon. On t'avoir plus son baby. Ça te plaît maintenant. À moi quoi t'as joué à Oblo Kwabo là. 2500 tu rejoins le mouvement. Bondo Kwabo à nous autres où mon vol est côté. Côté. Et Marseille. Côté. Côté. Demando de raison, bloc Kwabo, mais on a de quoi de on a bloc access. Access 1000 c'est la meilleure Kwabo, c'est le bon secours, right? Yawai côté. Et Marseille. Bonjour à tous, voici venir l'heure de nos discussions de ce vendredi autour d'une thématique plutôt singulière. On dit qu'il découvre son acte de décès dans les affaires de sa femme. Que faire? C'est en effet l'histoire d'un couple, sinon d'un monsieur qui, à l'heure où je vous parle, est dans l'embarras. Il est marié depuis 18 ans avec des enfants et tout semble bien aller pour ce couple, aussi bien pour monsieur qu'à madame. Et donc, un matin comme ça, alors que monsieur faisait du ménage dans la chambre conjugale, il découvre dans les effets de madame un certificat de décès portant son propre nom à lui. Donc, le certificat indique que lui, le monsieur, il est décédé depuis 3 ans en arrière.
il est stupéfait de voir que sa femme détient un document, lequel document indique que lui, bien portant et pourtant bien vivant, n'est-ce pas, est déclaré mort sur ce papier. Que faire? Que signifie une telle... comment dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon d'une situation pareille? Comment envisagez-vous l'avenir de ce couple? C'est donc la trame de nos discussions de ce matin. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Vous êtes un habitué de plateau, je ne vous présente plus. Oui, d'accord, bonjour. Bonjour. Et puis, un de nos fidèles téléspectateurs qui aujourd'hui nous a rejoint, Herman Metton. Il s'agit bien entendu pour son baptême de feu, comme vous dites, monsieur Bruno Water. Bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes ancien receveur des impôts à la retraite. Vraiment, merci de vous être montré disponible. On dit bonjour également à nos amis d'Abomey qui nous suivent en ce moment, puisque c'est le QG du doyen Water. Merci beaucoup. Bonjour aussi, Nicolas Yenoussi. D'accord, pourquoi pas. Merci. Un coup d'œil au maire d'Abomey. D'accord, pourquoi pas également. Monsieur Antoine. Voilà, merci beaucoup. On dit bonjour au maire d'Abomey. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Herman Metton. Visiblement, parmi mes invités aujourd'hui, c'est vous qui paraissez le plus jeune. le plus jeune. Donc, je vais vous demander de Canrebia. J'ai votre autorisation et votre bénédiction. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Parce que c'est pas ça va, cela n'est pas aussi petit. Non, vraiment. Allez, vraiment, merci beaucoup à tous. Allez, on aborde donc cette discussion. Herman Metton, comment vous percevez une situation pareille? Un monsieur bien vivant, bien portant, qui découvre dans les affaires de sa propre femme, avec qui il est marié depuis 18 ans, une attestation de décès, un certificat de décès plutôt, qui indique que lui, le monsieur, il est mort depuis 3 ans en arrière. Merci, monsieur Wahab. Si au cours du ménage, je tombe sur un tel document qui certifie que Herman Metton est décédé. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Non. 50 ans au-delà encore. C'est encore minimum 60 ans. Qui va sonner. Voilà, merci beaucoup. Donc, d'abord, je serais étonné, monsieur Wahab Alikbara, étonné de voir un tel document. Après l'étonnement, je vais commencer par mener mes enquêtes auprès des parents, amis et alliés pour voir un peu une enquête minutieuse. Qu'est-ce qui se passe? Commencer par voir le comportement de mon épouse qui a déjà un certificat de décès portant mon nom. En tout cas, pour qui vous êtes mort dans la chambre. Pour qui je suis mort dans la chambre. Commencer par enquêter autour d'elle. Qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Est-ce qu'elle est dans une association de veuves? Et si tu es dans une association de veuves, elle peut avoir peut-être une connaissance qui va dire, bon, moi je suis dans une association, on a des amis qui nous envoient de l'argent de l'extérieur pour nous soutenir, nous qui n'avons plus nos époux vivants et qu'on a des enfants à notre charge. Donc, amène un document, je vais t'inscrire, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et tu vas prendre de l'argent presque tous les mois ou tous les ans. Je vais vérifier si elle est dans une association. Si dans sa vie antérieure, elle a été veuve, si en tout temps elle a connu un monsieur qui est décédé, ou peut-être c'est voulant écrire son nom qu'on a écrit mon nom, je vais vérifier tous les paramètres nécessaires. Tous les paramètres pour voir qu'est-ce qui a poussé madame, ses comportements dans la chambre. Comment elle se comporte, ses appels, ses sorties sur une période donnée, avant maintenant de l'appeler par rapport à ce que j'aurais constaté pour dire, madame, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tant. Mais je vais prendre le soin de faire la photocopie de ce document, faire la photocopie et le ranger encore soigneusement là où je l'ai découvert, comme si de rien n'était, et garder ma patience, vérifier toutes ces enquêtes. Et la suite maintenant, vous allez apprécier. Alors maintenant, monsieur Bruno Water, n'est-ce pas, comment vous appréciez une situation pareille, où vous vous réveillez un matin alors que vous arrangez la chambre, vous découvrez dans les effets de madame un certificat de décès qui indique que vous, le mari, pourtant vivant et bien portant, que vous êtes décédé. Quelle sera votre réaction? Comment allez vous comporter? Merci monsieur Wahab. Chers amis, bonjour. Et c'est une triste histoire. C'est ça. C'est une triste histoire que moi je vois même
très très grave. Très très grave parce que, ayant passé déjà 18 ans de ménage, ayant des enfants, et puis moi-même, je suis vivant, tu le sais, jusqu'au point où on a trouvé ce document. Pour moi, il s'agira de tout faire pour connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. C'est ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un une dame avec qui vous êtes dans le même ménage, qui juge ou bien qui a été conseillé d'avoir ton certificat de décès. Ah, c'est une chose. Alors que tu es encore vivant. Alors que tu es vivant, c'est pas possible. Et ayant trouvé en même temps ce document, il faut vraiment prendre de la patience, comme M. Herman vient de le vient de le dire. Parce que tu risques de piquer une crise. Hein? Oui. C'est-à-dire tu peux découvrir le document et c'est là qu'en même temps tu peux mourir parce que l'AVC peut survenir de façon brusque. D'accord. Parce que c'est trop parti, c'est trop dit. Oui, c'est trop dit. Et on ne peut même pas poser ce problème à qui que ce soit, à part ses confidents. Parce que d'abord, c'est la trouver une mauvaise femme, en ce sens qu'on ne peut même pas poser le problème à quelqu'un pour dire je suis vivant. On me dit que j'ai mon certificat de décès, mais je ne sais pas. De toute façon, je vais laisser la parole. D'accord, allez. Comment vous prouvez, vous appréciez cet incroyable talent de la femme en question? C'est un talent. C'est un talent. Je salue les téléspectateurs. J'ai réfléchi plusieurs fois sur le sujet. Chaque fois, je prends encore le sujet, je lis, je dis, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire au plateau? Je ne comprends pas. Bon, ok, c'est au-delà de la sorcellerie. D'accord. Au-delà de la sorcellerie, donc c'est la sorcellerie pro max. Voilà, quand vous êtes ensemble avec une femme, vous êtes ensemble depuis plus de 18 ans, et que vous avez des enfants. Et vous avez des enfants, et subitement vous voyez un truc comme ça, alors vous allez, tout d'abord au début du mariage, on parle du meilleur, du pire. Donc elle a pris du côté pire. Donc le pire, comme le pire est survenu, alors là, vous allez prendre votre patience. Photocopier, comme l'a dit Herman, photocopier le document, remettez le document à sa place. Vous remettez le document à sa place. Et maintenant, vous commencez par mettre à l'écoute son appareil, son portable à l'écoute, parce que les communications, il doit y avoir quand même communication qui fera trait même à ce document-là. Certainement, si vous faites les enquêtes durant un mois, vous allez comprendre. Donc, au-delà de ça, ses parents, ses amis, tout ça là, vous menez les enquêtes pour voir ce qui se passe avant de venir au niveau de la femme. Parce que quand vous demandez immédiatement, elle peut boucher les issues d'enquête, des enquêtes. Donc, elle peut boucher les issues des enquêtes. Donc, ce ne serait pas le renvoi systématique au départ, mais on mène les enquêtes pour avoir des preuves. Des preuves concordantes en ce qui concerne le document que vous avez trouvé dans ses effets. Maintenant, les enfants, vous pouvez encore mener un peu d'enquête au niveau des enfants pour voir s'il n'y a pas de complicité à l'interne. Il y a une complicité à l'interne et une autre collaboration dans l'environnement. Dans l'environnement immédiat. Il faut voir tout ça là. D'accord. Allez, ça me permet de donner lecture d'une contribution ici. La contribution de Madame Benou. Elle dit « Bonjour mon cher Wahab. À la première lecture, je me suis demandé s'il s'agissait d'une réalité ou d'une fiction. Mais après un peu de recul, je me suis ravisé en imaginant toute la complexité de la femme. Soit la femme a été profondément ou moralement blessée et ne voulant pas divorcer, s'est fait établir le certificat de décès en complicité avec un agent de santé assermenté. Soit elle a une double vie et a prouvé au deuxième homme qu'elle est libre. Soit elle aurait des preuves que son mari a un autre ménage. Soit elle serait dans un secte et étant sous le toit de quelqu'un ne pourra bénéficier des avantages y afférents. Alors, comment réagir? Le mari
scanne l'acte de naissance, l'acte de décès et commence par suivre tous les mouvements et fréquentations de la femme à l'intérieur et à l'extérieur. Si possible, commettre un détective privé pour le faire tout en restant très discret pour ne pas risquer sa vie. Quant aux intentions de la femme, c'est un peu une manière à elle d'effacer l'homme de sa tête tout en restant dans le lien du mariage. Vu tout ce qui précède, je ne vois plus un avenir pour ce couple où désormais règne la crise de confiance, la méfiance, la suspicion. Je ne pense pas avoir raison, mais c'est mon point de vue partiel. Bonne journée à tous. C'est donc la contribution de Madame Benoît à qui nous disons merci beaucoup. Ça rejoint un peu les démonstrations ou bien l'argumentaire de Herman, mettons tout au début, parce qu'on dit, bon, il faut faire très attention dans le cas. Alors, on a noté à Madame Benoît qui a fait un peu, je veux dire, qui a fait des suppositions. Soit la femme a été un peu blessée dans soit elle est dans un secte, ou alors elle mène une double vie, et pour prouver à l'autre homme de l'autre côté qu'elle est libre, elle déclare celui avec qui elle est ici comme décédé. Alors, selon vous, Herman, mettons, qu'est-ce qui peut amener une femme à se comporter de cette manière, à déclarer son homme mort, obtenir le certificat de décès alors que le monsieur est bel et bien vivant? Oui, je l'ai dit dans ma première prise de parole. Si elle a une cousine, une tante qui est dans une association, vous savez, la cybercriminalité a plusieurs formes. Nous sommes avec des gens dont nous ne maîtrisons pas tout ce qu'ils font. Oui. Tu peux avoir une épouse qui a des comportements de cybercriminels, parce que ce comportement, on peut faire ce jeu-là pour prendre de l'argent à quelqu'un au-delà des frontières. Oui. Comme je l'avais dit, elle peut avoir une tante, bien elle peut avoir connaissance d'une association. Oui. Qui ne regorge que de veuves. Voilà, oui, et que des associations financées. Oui, il y a des avantages. Des avantages. Oui. Il y a des PTF, il y a des organismes peut-être qui financent ces associations de veuves. Oui. Elle peut se dire, bon, je vais jouir de ça. Maintenant, il y a aussi à vérifier l'authenticité du document. Oui. Nous sommes dans un monde où tout document peut être falsifié, monté de toutes pièces. Oui. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous ne menez pas vos enquêtes, a priori, à première vue, vous allez vous dire c'est un document fiable, officiel. Mais il suffit de poursuivre les enquêtes pour comprendre que, attention, ce n'est pas un document officiel, c'est un document qu'on a monté de toutes pièces, juste pour prendre de l'argent. Parce que pour arriver à la délivrance d'un certificat de décès, il y a toute une procédure. Il y a l'hôpital, il y a la mairie. Bon, aujourd'hui, maintenant, il y a l'ANIM qui s'ajoute. Avant, il n'y avait pas l'ANIM. Donc, il y a une procédure. Est-ce que ce document est fiable? Parce que lorsque vous allez vous rendre peut-être dans un centre de santé ou bien dans peut-être la structure qui a délivré ce certificat, elle peut vous dire non, nous on n'a pas délivré ça ici, c'est pas dans nos registres, c'est pas dans nos archives. Attention, pour que ce document soit fiable, regardez ici, il doit avoir un numéro, ainsi de suite. Je suppose maintenant que tout ça a été fait. Ceux qui se sont rendus complices de ce document, ce qui est sûr, c'est parce que ceux qui ont contribué à la déclaration de ma mort, ça là c'est de l'argent, parce qu'il y aura un procès intenté en bonne et due forme, ils doivent répondre de ça. Et maintenant c'est le moment pour eux de sortir tout ce qu'ils ont pris par devers ma femme pour pouvoir établir ce document. Donc les intentions derrière ce certificat, moi je ne vois pas autre chose que l'intention de vouloir se faire de l'argent à travers la déclaration du décès. Vous ne voyez pas une autre façon peut-être de vous nuire et autres? Non, le plus quand elle va commencer par jouir, et que si c'est des avantages colossaux, là maintenant, là je n'ai plus de chance, parce que finalement on va me précipiter au-delà pour pouvoir continuer à bénéficier de ces avantages. Mais lorsque je découvre et qu'après mes enquêtes minutieuses, j'échange avec elle, je vais voir ce qui est derrière d'abord. Si entre-temps, ce que j'ai découvert montre que, attention, celle-là veut me nuire, c'est autre chose. Maintenant, si je découvre autre chose, et que lorsque je vais prendre contact, non, je ne vais pas prendre contact, lorsque je vais échanger avec elle, je sens que non,
Attention, c'est juste pour prendre de l'argent. Il n'y a rien de compliqué. Vous ne voyez pas que là aussi, là encore que c'est un jeu brutal. Non, c'est un jeu brutal. L'état de ce que je vais conseiller, ce qu'elle va dire, qu'on avisera. D'accord. Allez, je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs en ligne. On va ouvrir la ligne tout à l'heure. Mais je donne la parole à M. Bruno Woto. Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver, peut amener une femme à se comporter de cette manière? Vraiment, M. Wakab M. Herman vient de parler de l'argent. Et pour toute chose actuellement, c'est le financement qui est le problème majeur. Problème d'association et autres, je suis d'accord. Mais, en définitive, je vois qu'il y a problème de polyandrie. Parce que je sors avec quelqu'un, quand je suis sous le toit de quelqu'un d'autre, quand l'autre voudra investir ou bien lui donner de l'argent et autres là, il va poser, il va chercher à comprendre si effectivement la dame est libre. Voilà qu'elle est sous le toit de quelqu'un. Et pour prouver à celui-là que le terrain n'est pas litigieux, n'est-ce pas, elle apporte le certificat de décès. En temps, elle était avec quelqu'un. Maintenant qu'elle est devenue célibataire, veuve, qu'elle est libre de choisir qui elle veut. De quoi permettre à ce nouveau mari de le financer ou bien de l'aider à faire certaines choses. D'accord. Mais en définitive, il faut comprendre seulement que ces problèmes, c'est de l'arnaque. S'il faut dire que celui qui est vivant est mort et a déjà son certificat de décès, c'est compliqué. D'accord. Alors, Bruno, vous permettez qu'on prenne le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Dunstan Ayou. On vous appelle Dunstan Ayou. Monsieur Ayou. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, de Kadjaoun. D'accord, on vous écoute. Vraiment, je suis un peu les uns et les autres, ceux qui sont sur le plateau là. Je me dis que rien, absolument rien, il ne faut pas chercher à justifier des choses comme ça. Rien ne peut justifier ça. Que ça soit une question de cybercriminalité, que ça soit n'importe quoi. Une femme qui a cette idée d'aller confectionner un certificat de décès pour son homme, c'est le comble. C'est le comble. Et puis, je ne sais pas, l'homme qui a appris ça, l'homme qui est allé découvrir, cette histoire, mais s'il n'est pas courageux, il ne peut plus manger à la maison. Parce que c'est peut-être Dieu qui l'a sauvé. Peut-être que la femme est capable de l'empoisonner et il a eu à découvrir quelque chose du genre. Bon, si la femme voulait l'empoisonner depuis 3 ans, elle aurait déjà géré ça, non? Puisque le document date de 3 ans en arrière. En tout cas, le document indique que le mari est décédé il y a 3 ans. Ça dénonce de quoi la femme est capable. Ça existe, ça se passe. C'est-à-dire, c'est la nature de la femme. Vous vivez avec l'ange et le diable à la fois. C'est la nature de la femme. Si ça ne vous arrive pas, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. Et tout homme, il faut aimer la femme, c'est bien beau. Mais lorsque ça retourne, la situation se retourne contre vous, mais vous partez, même si vous avez fait 18 ans, 20 ans, 25 ans, vous partez. Elle vous élimine. C'est la nature de la femme. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous, lorsque vous apprenez quelque chose comme ça, vous pouvez garder tout votre calme et faire les enquêtes dont les amis parlent sur le plateau? C'est difficile, c'est très difficile. D'accord. Tout ce que moi oui, si c'était vous, par exemple, parce qu'on cherche une solution, le problème est posé. Le problème est posé, monsieur Ayou. Oui, le problème est posé. D'accord, si c'était vous, par exemple, qu'allez-vous faire exactement? Très bien, si c'est moi, il n'y a pas à faire d'enquête et à comprendre quoi que ce soit. Je sais qu'elle est à la force. Point. D'accord. Parce que peut-être cette fois-ci, c'est Dieu qui m'a sauvé. Et si je fais des enquêtes et je trouve que elle a posé un acte pour se faire de l'argent, ou ceci, ou cela, même si elle a eu à supporter des choses pendant longtemps, ça ne justifie pas ça. D'accord, c'est compris, monsieur. Je peux faire mes enquêtes et comprendre un peu ce que ça veut dire, mais
elle est à la porte, il n'y a rien à faire. D'accord, vous êtes bien catégorique. On vous comprend. Merci beaucoup, monsieur Aïou. Merci. Allez, on va vous espérer les vendredis à venir. On prend un autre téléspectateur en ligne. Allô? Oui, Madame Dossovi, bonjour. Bonjour, Arabe. Comment allez-vous? Ça va bien, bonjour le plateau. Bonjour, Madame Dossovi. Oui, Madame Dossovi. D'accord. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, moi, des situations comme ça, et à cause de ça, on met toutes les femmes dans un même panier. Vraiment, moi, ça me dérange, ça m'embête beaucoup. C'est ça. Ceux qui viennent de partir à dire les femmes sont comme ça, les femmes sont comme ça. D'accord, vous voulez sortir du panier? Moi, je ne ferai pas dans ça. D'accord. Moi, je prie toujours. Mon mari veut sortir le matin, je prie pour lui. Il doit rentrer, bien voir ses enfants, bien nous voir en bonne santé. Vous priez beaucoup plus pour sa longévité plutôt que sa précipitation à la mort. Parce que l'éducation des enfants, c'est les deux. C'est ça. Celle qui a fait un papier comme ça, même si elle ne sort pas pour aller tuer le mari, et spirituellement, elle a déjà tué le mari. Wow. Et petit à petit, le mari va vite partir. Monsieur Clara dit, ce sont des associations qui nous poussent, mais quel argent on trouve dans ce pays? Vraiment, femme et argent, hein? Non, quel argent? Tu vas bouffer combien tu vas dépenser dans ton propre ventre? Les biens matériels, vanité des vanités. Il faut aller jusqu'à ce point. Non, c'est trop parti. C'est trop parti. C'est ça. Ça, c'est souhaiter la mort de son conjoint, ça. Faut qu'on évite des situations comme ça. C'est pas du tout normal. D'accord. Spirituellement, même si elle ne va pas passer les boucons pour aller faire quelque chose spirituellement, elle est en train de tuer le mari. Le mari, le pauvre, ne sait pas, il vient, ma chérie, tu es là. Elle va répondre, oui, je suis là. C'est de l'hypocrisie. D'accord. Il n'y a pas l'amour là. Il n'y a pas du tout l'amour là. D'accord. Merci pendant beaucoup. 3 ans, et oui, et puis du temps. Peut-être le mari aussi, c'est son esprit, ou bien comment je dis, c'est que cet esprit, peut-être il est encore là. D'accord. Donc peut-être il serait déjà parti depuis. D'accord. On vous a compris, on vous aurait comprise, Madame Dossovi. Monsieur Ara, je veux profiter de votre plateau pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Je vous donne le droit, allez-y. Yako Jessica, je te souhaite un joyeux anniversaire. Beaucoup de... Allez. 9 août pour elle, hein. Oui. Je lui souhaite tout ce dont son cœur désire. D'accord. Et que le meilleur soit pour elle. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Moi-même, je lui souhaite joyeux anniversaire. Jessica, paix, bonheur, santé et longévité surtout. Grandir dans la sagesse. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Dossovi, merci bien. Allez, on prend le dernier téléspectateur dans cette première manche et nous, on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je rends grâce. Merci de vous présenter. Monsieur Kosoko, je m'appelle. Monsieur Kosoko, vous nous appelez d'où? Agla. Agla, oui, on vous écoute. Bon, j'ai bien suivi l'émission. Maintenant, c'est que moi, mon avis, c'est ça qu'on veut. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps n'appartient à personne. Dans de pareilles circonstances, quand je trouve en même temps le certificat de décès à chaud, c'est dit qu'on s'est déjà marié avec 18 ans. On devait avoir des enfants, des grands-enfants. Oui. À chaud, là, en même temps, le certificat est là, j'appelle les enfants. J'appelle madame. Elle dit voilà. Elle doit pouvoir nous donner ce pourquoi de pareils actes se retrouvent dans ces effets. C'est-à-dire, elle vous explique pourquoi vous êtes mort et expliquer en même temps aux enfants. Voilà. Je suis mort alors que je suis vivant. Les enfants seront là témoins parce que si je dis que je peux faire les enquêtes, j'ai envie de l'appeler, peut-être que demain je mourrai, je ne sais pas. En même temps là, je l'appelle en même temps avec les enfants assis et on tire ça au clair. On va lui expliquer. Maintenant, si vous dites la vérité, ça va rester entre nous. Mais ça n'empêche pas de faire les enquêtes après. Oui. Je fais les enquêtes après. Et si ça s'avérait qu'elle ne disait pas la vérité, et après on fait les enquêtes avec les enfants, et c'était, comment dirais-je là, si après on voit que c'est quelqu'un a menti, d'abord, on va d'abord la poursuivre. Deuxièmement, celui qui a délivré
l'attestation de décès aussi, on ne peut pas le poursuivre aussi. D'accord. Alors, M. Kosoko, dans la résolution de ce problème, est-ce que c'est nécessaire ou indispensable d'associer les enfants? Bien sûr que oui. Parce que c'est notre petite famille, ça. D'accord. À 18 ans déjà, on devait déjà avoir des enfants, des grands-enfants intellectuels. D'accord. Merci beaucoup, M. Kosoko. Demain, les enfants vont dire, papa a renvoyé maman sans savoir. Donc, vous connaissez nos femmes, elles n'ont qu'à nous excuser. Elles peuvent, comment dirais-je, retourner l'affaire de l'autre côté, chambrer les enfants après. D'accord. Les enfants doivent être présents là, en instant même. D'accord. C'est à chaud, quoi. D'accord. Il ne faut pas dire qu'on va faire les enquêtes demain. Merci beaucoup, M. Kosoko. De pareille femme là, elle est capable de tout. D'accord. Merci, allez, très bonne journée à vous. À vous pareillement. Allez, on revient sur le plateau. Je donne la parole maintenant à M. Dakokwasen Medewayon. Vous avez entendu les uns et les autres. On revient sur les motivations. Qu'est-ce qui a pu motiver, selon vous, une femme pour se comporter comme ça? Quelles peuvent être vraiment les raisons, au-delà de ce qu'a dit Herman Meton? Je vais saluer deux personnes, Lucas Wanka et Basile Nassonde. Donc, ils sont à l'écoute actuellement, ils sont en train de suivre l'émission. Et les motivations, vous parlez de motivation. Oui. Peut-être le certificat est formulé juste pour témoigner de quelque chose que je ne suis plus vivant auprès d'un groupe d'associations, ou soit je suis déjà mort au lit. Je suis déjà mort au lit. Ah oui, puisque déjà mort au lit. Et, vraiment, mettons, on découvre que la mort de l'homme, c'est pas étape. C'est-à-dire, des fois, on peut se déplacer et autres. Mais on a des instruments qui sont déjà morts. Il y a des instruments qui sont morts. Mais est-ce que ça suffit pour généraliser la mort du reste des organes? Du reste des organes. Déjà mort. Déjà mort. Donc, cela veut dire que toi, tu n'existes plus. On est ensemble, on parle des enfants, tout ça là. Bon, donc le certificat est là. Maintenant, c'est un truc à ne pas tenir avec légèreté. C'est ça. Puisque même si je suis mort au lit, c'est à discuter entre nous deux. Formuler un certificat de décès, alors là, ça sort de l'entendement de l'union d'un couple. Donc, ce n'est plus quelque chose à tenir à la légère. Cette femme, quelqu'un vient de dire que bon, qu'on va associer les enfants. J'ai trouvé la femme avant la naissance des enfants, je crois. D'accord. Je n'associe pas les enfants. Pas du tout. Oui, je n'associe pas les enfants. Pas du tout. Puisque chacun a son expérience de vie. Oui. Je n'associe pas les enfants et je l'affronte. Je l'affronte. C'est ça. Je peux mener les enquêtes à un niveau où je l'affronte directement et je lui demande de quoi il s'agit. D'accord. Elle peut me mentir, elle peut me dire la vérité, mais seulement que je n'aurai plus confiance en elle. Ça crée une crise de confiance, comme disait Mme Benoît. Jamais il ne peut plus avoir de jamais. Il y a une crise de confiance qui s'anime entre nous deux. Et c'est elle qui a causé. Maintenant, si je mène mes enquêtes et que ce qu'elle m'a dit n'est pas une réalité, alors là, elle doit plier bagage. D'accord. Elle doit quitter le foyer parce que je suis déjà mort. Donc, alors, oui, d'accord. Herman, mettons. On revient maintenant sur le fait que le document n'est plus, je dirais, un document. Le document est fiable. Ce n'est pas un document authentique. C'est authentique. C'est officiel. Officiel. Quelle peut être votre réaction à ce niveau? Non, moi je continue de dire, et je ne vais pas vaciller. Je vais mener mes enquêtes. D'accord. Vous savez, il y a des hommes qui abandonnent leur foyer pendant des années. Ils ne cherchent plus à savoir comment la femme vit, comment les enfants vivent. Peut-être pour cette dernière, le monsieur là est mort. Je ne dis pas que l'acte là justifie quelque chose. Je vous suis. Peut-être que pour la femme, ce monsieur qui ne fait plus signe de vie, il y a des cas comme ça où le monsieur ne fait plus signe de vie, alors qu'il est en train de jouir ailleurs. Et cette dame a trouvé des opportunités, parce que tout ce qu'on dit là, ça a rapport avec l'argent, sinon je ne vois plus autre chose. Vous voyez la proximité de non, moi je ne vois l'argent. L'argent, je ne vois plus autre chose. Donc pour cette dernière,
Elle a trouvé une opportunité. Et vu que ce monsieur-là a disparu et qu'elle a à sa charge les enfants et que la famille ne dit plus rien, elle a fait ce certificat-là. D'accord, mais ici, on est dans un contexte où le monsieur n'a pas disparu. C'est un couple où on vit ensemble presque tout le temps. Donc, ce n'est pas un couple où le monsieur a abandonné. Donc, tout va bien, dans le meilleur des cas. Tout va bien, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Si c'est le cas, je découvre ça, je vais toujours faire les enquêtes. D'accord. Quelle peut être la nature des résultats des enquêtes qui vont vous amener, je dirais, à décider soit du renvoi ou, je dirais, du divorce avec la femme? Si les enquêtes révèlent qu'elle a fait ça, je continue parce qu'il y a les sectes, les associations, je continue parce que j'en sais quelque chose où on vous soutient. Si je découvre qu'elle a fait ça pour prendre de l'argent, c'est que à terme, on doit tout faire pour m'éliminer. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, ça dépend aussi des avantages. Je le dis et je le dis, ça dépend aussi des avantages. Si c'est à terme, peut-être il y a des certificats, on va dire. C'est comme pour certains documents, on vous demande de renouveler, même pour ceux qui prennent les pensions. Chaque fois, on vous dit d'aller à la mairie, de montrer que vous êtes vivant, parce qu'il y a des morts qui continuent de percevoir au niveau maintenant, non. Au niveau des finances publiques. Et les certificats qui sont produits aussi, souvent, c'est pour aller chercher de l'argent. Il y a la dette viagère de monsieur, si mon enfant, il y a tout ça. Maintenant, si je découvre que c'est un document authentique et que la femme a fait ça pour prendre de l'argent à mon insu, je sais que là, progressivement, on veut m'éliminer. Et là, je prends mes dispositions. Mais je dois dire, moi, je ne vais pas appeler des enfants d'abord pour les mettre, comme l'a dit Darsène, Kokou Arsène Médé, pour dire, voilà, votre maman a fait ci, votre maman a fait ça. Parce que, quels que soient les arguments que je vais avancer, les enfants n'ont pas la maturité que moi j'ai. Ils ont tendance à toujours soutenir, c'est normal, leur maman. Donc je dois procéder aux enquêtes et maintenant avoir les preuves tangibles, fiables, confronter la dame, gérer. Maintenant, après le temps également, M. Kosoko qui faisait cette proposition, il estime qu'il y a de ces mamans qui ont la facilité vraiment de monter la tête aux enfants. Et donc, il pense au futur des enfants. Il ne faut pas que plus tard, les enfants viennent penser que c'est papa qui a voulu juste se débarrasser. Non, je suis d'accord. Si je mène mes enquêtes et que je me débarrasse d'elles, et que le problème se pose, là, je vais expliquer aux enfants. Si c'est un coup fomenté, c'est à travers les documents, les preuves, les enfants sauront que non, papa a raison, papa n'a pas. Parce que l'enfant qui a déjà... L'association des enfants à ce dossier peut intervenir plus tard, mais pas systématiquement. Non, pas systématiquement. On vous aurait comme. Alors, on prend le cas où les raisons, par exemple, Monsieur Woto, n'est-ce pas, les raisons qui ont peut-être motivé la femme, parce qu'on est, je dirais, au cas par cas, c'est peut-être qu'elle a une vie qu'elle mène avec quelqu'un d'autre au dehors. Et donc, pour justifier... monsieur Woto, là, voilà, pour le justifier. Alors maintenant, on va évoluer et peut-être prendre le cas où elle appartient à eux, je dirais, elle est dans des sectes, dans des sectes où on a exigé ces genres de documents pour qu'elle puisse bénéficier des avantages. Des avantages que peut-être vous-même vous en bénéficiez sans vous en rendre compte. Bien sûr. Ah oui, ça je suis d'accord, mais je tiens toujours à dire que à tout moment, en aucun cas d'ailleurs, on ne peut jamais prétendre la mort de son mari vivant. Même si c'est pour de l'argent, c'est pour de... Ça vous paraît un jeu brutal. Ah oui. Et même le jour où moi je découvre ça, je dois l'appeler pour lui dire, voilà, ça là, qu'est-ce que tu retiens de ça? Et en préambule, déjà fait des photocopies parce qu'elle peut le prendre et arracher déchirer automatiquement et faire disparaître les preuves. Donc je suppose que l'acte est fiable. Quand l'acte est fiable, je vais chercher à comprendre ceux qui ont participé à la formation de l'acte, à l'authenticité de l'acte. Chercher à les poursuivre. Mais en définitive, moi je dirais que la dame doit sortir. Nous devons terminer en ce moment parce que celle qui vit avec toi, et sachant bien que tu es déjà mort vivant tel que Dame Voyons vient de le dire, il ne faut plus jamais avoir confiance en celle-là. Il s'agira, au lieu d'aller voir même ses parents pour dire qu'elle a fait ceci, ça là, prends tes décisions. Moi, je prendrai mes décisions pour dire j'ai fini avec ça. Et je finis, c'est quand on va sentir que j'ai demandé à ce qu'elle rentre, que les siens peuvent venir me demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Et je dis mettez un enfant de votre famille à ma place pour
que celui-là... Inversons les rôles et on va voir ce que vous allez faire en ce moment. Mais toutefois, il faut savoir que même la femme a quelqu'un au dehors. Elle a quelqu'un au dehors qui insiste, qui demande à ce qu'on prouve qu'elle n'est pas régulièrement mariée. À mon avis, c'est ça. D'accord. Alors, vous, monsieur Hassen Médéoyon, vous avez souligné combien ça paraît, je dirais aussi, un jeu brutal. Mais si c'était, par exemple, des intérêts, comme l'a dit Herman, mettons, que cette femme perçoit et qui peut-être participe à l'entretien du ménage, ça ne veut pas dire que vous avez, comment dire, que vous êtes un incapable dans le foyer, mais ça a contribué à bien de choses depuis des années. Quelle peut être votre réaction dans ce cas de figure? Bon, ça contribue. C'est-à-dire que les enquêtes auraient montré que au fond, ce n'était pas pour vous nuire, c'est pour juste bénéficier des avantages. Je vous confirme que c'est toujours un jeu brutal. On doit m'appeler, me mettre au courant de cette situation d'abord. Pour voir si vous acceptez jouer les morts. Oui. Et je veux être mort et bouffer l'argent. Maintenant, je ne suis pas impliqué dans ta formulation de document. Je ne suis pas impliqué. Et je découvre. Si je découvre ça, alors là, c'est compliqué pour toi. Parce que ça soit bien que tu participes au truc là, aux dépenses du foyer, tout ça là, en formulant ça et prendre de l'argent chez les autres, ce n'est pas mon problème. C'est juste le renvoi et tes parents viendront et tu vas te justifier encore devant tes parents. Mais je ne vais pas accepter ça. On ne peut pas tolérer ça. On n'est pas au marché. D'accord. Herman, maintenant, je vous permets de prendre le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Monsieur Wafal. Bien, bonjour. Monsieur Mathieu? Oui, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, on vous écoute très rapidement. Ok, je salue le plateau. Je le vais plateau poser vous deux répond. questions. Et si vous apprenez que quelqu'un propage ou bien a propagé que vous êtes mort et vous connaissez la personne, quelle serait votre réaction? Voilà que c'est dans votre maison, vous avez découvert un document authentique que vous êtes mort. Alors, ça ne serait pas moi ça ne serait pas moi, c'est elle que je vais renvoyer et puis elle ira voir le vent paradisiaque auprès du Père Céleste. Puisque c'est méchant. J'ai un ami qui était indisposé, sa deuxième femme lui a demandé, malgré qu'elle est au dehors de sa maison, sa deuxième femme lui a demandé, écoute, elle t'a dit à Horo dans des villes, s'il était oui, ma ton caribou, ma c'est là, oui. On veut faire le c'est-à-dire, c'est quoi, ce sont les préparés. Elle veut préparer en même temps ses obsèques, c'est ça? Voilà. Vous voyez? Donc, si vous découvrez, si moi j'arrive à découvrir, moi, mon épouse, et je dis dans ces affaires, un document authentique, automatiquement, je fais une allocution et je dis à ses parents, là où nous sommes, ma vie est en danger. Puis celle qui est partie faire tel document à mon insu, celle-là, elle est en train de préparer des gris-gris juste pour me nuire et afin de montrer à ses parents que, ou bien afin de bénéficier des biens. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mathieu. C'est bien concis, on vous a compris. Il y a sans doute un autre téléspectateur, sinon on revient rapidement sur le plateau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Abdul-Kader. Monsieur Abdul-Kader? Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gogounou. D'accord, on vous écoute, ça fait plaisir. Comment vont les populations de Gogounou? Ça va tout le monde. D'accord, on vous écoute. Ok. Pour moi, par rapport à cette situation-là, oui. On dit souvent comparaison n'a pas raison. Il faut chercher le haut aussi pour savoir si le passé n'a pas de responsabilité dans l'affaire. C'est ça. Parce que quand tu es une femme et puis tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité, il y a certaines situations qui poussent à la femme de faire tout possible pour sauver sa famille. Si c'est arrivé quand même aujourd'hui, maintenant, l'homme n'arrive pas à assumer encore sa responsabilité. La santé des enfants, nourrir, l'hôpital, tout ça là, ça manque.
à la maison. C'est ça. Voilà que la femme ne peut pas quitter son foyer. Pourquoi la traite de la prostituée, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas se marier, elle reste à traîner. Aujourd'hui, maintenant, trouver un homme qui court derrière elle, qui la demande, est-ce que tu es mariée? Mais c'est comme si l'homme sait qu'elle est mariée, elle ne peut jamais trouver, elle peut jamais bénéficier de quelque chose avec l'homme. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Ok. Et les enfants, elle n'est pas des enfants. Oui. D'abord, les enfants n'ont plus ensemble. Mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Parce qu'il y a toutes les questions, jusqu'à maintenant, la question a dit que ce dernier est décidé. D'accord. Alors, monsieur Abdelkader, oui. Est-ce qu'au fond, si l'homme n'arrive pas à, je dirais, subvenir aux besoins du ménage, est-ce que ça donne vraiment une raison à la femme de procéder de cette manière, de le déclarer mort? Mais, monsieur, quand la femme se sent en danger, elle est prête à tout. C'est ça. Quand la femme se sent en danger, elle est prête à tout. Hein. On parle de la femme. Aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui sont foyées, qui vivent avec l'homme pendant des années, qui ont toujours encore coco dehors. Qui font même des enfants avec ce dernier dehors, à cause de l'incapacité de l'homme. C'est ça. Ce n'est pas d'accuser l'homme, ce n'est pas d'accuser la femme. Non, hein, la femme aussi, quelque part, ils ont raison. Hein. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand l'homme, toi, tu vois une femme, tu veux tu allais dans une cérémonie ou dans une bar, tu trouves une fille, elle est belle, tu l'as tchaké jusqu'à elle est venue rentrer au foyer. Mais ce dernier avait l'habitude de faire la belle vie. Mais aujourd'hui, avec toi, maintenant, après un enfant, deux enfants, tu as tout coupé. Il n'y a rien qui va. Rien du tout ne va pas. Mais voilà que maintenant, elle s'est bien mariée, elle s'est engagée, elle veut quitter son foyer et laisser ses enfants. Elle est prête de faire tout pour sauver au moins son foyer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. La femme, même l'argent, tu peux l'aller de quelqu'un d'autre pour venir nourrir ce dernier. D'accord. Et payer la sécurité de l'enfant. On vous aurait compris, monsieur Abdelkader. Merci beaucoup. Dites bonjour aux populations de Gogounou. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, on revient sur le plateau. Hein. Ça me permet de donner lecture de la contribution d'un de nos téléspectateurs qui requiert l'anonymat ce matin. Il dit, l'acte est très grave. Aucune explication ne saurait justifier cet acte, même si le document est faux. Il faut porter l'affaire à la justice pour clarification, poursuite et retrouver des complices s'il y en a. Il faut que l'homme demande le divorce. Hein. Lequel téléspectateur demande à Herman que s'il ne sait pas faire, il risque de mourir avant de finir ses enquêtes, avant de terminer les enquêtes en question. Cette femme est dangereuse et même envers les enfants. La place de cette femme est soit en prison, soit à Diako. La contribution d'un de nos téléspectateurs qui a recueilli l'anonymat ce matin. Nous lui disons bonjour et merci pour ses nombreuses contributions, même quand il s'agit des sujets politiques. Oui. Herman, mettons, on a entendu les uns et les autres tout à l'heure. Merci ce téléspectateur qui requiert l'anonymat et qui s'inquiète pour moi. Je lui dis merci. Quand je découvre ce document, je ne vais plus me comporter comme avant. Ça, c'est clair. Vous allez apporter des réformes. Ça, c'est clair. Vous allez réviser, je dirais, votre automatiquement, je peux créer quelque chose rapidement, refuser le manger, commencer par poser des sangs, parce que je dois faire les enquêtes pour connaître les tenants et les aboutissants, qui sont ceux qui se sont rendus complices. Mais on dit qu'on craint que au cours de ces enquêtes, vous ne mourrez même avant que les enquêtes ne terminent. Non, je ne vais pas. Si je mourais, c'est que mon heure a sonné. D'accord. Ce ne serait pas du fait. Parce qu'il y a toujours cette affaire, on dit, si Dieu n'est pas accepté, ça ne peut pas être de réalité. Peut-être ce débat-là viendra après. Est-ce que Dieu accepte tout? Ou bien on dit non, si Dieu n'est pas dit, ton heure n'a pas sonné, tu ne peux jamais mourir. Peut-être ton heure a sonné par un empoisonnement et autres. Ça passe. Monsieur Wahab, vous savez qu'il y a des hommes qui sont même complices de ces actes, qui acceptent le jeu. D'accord. Dans ce cas, ils n'ont pas ce... Non, c'est pour dire que c'est des choses qui arrivent. Ça va sans... Maintenant, moi je dis et je répète, moi, Herman, mettons, je vois ça, je prends mes précautions, je dois faire des enquêtes parce que
si je prends ça au premier degré et que je commence par agir, peut-être que les personnes que je n'ai jamais soupçonnées, qui sont complices là, que vous risquez de brûler. Voilà, les personnes insoupçonnées qui se sont rendues complices, je ne vais pas les découvrir. Je peux peut-être continuer à penser que celles-là, ces personnes-là sont de mon côté, alors qu'en réalité, elles sont moi. Je dois faire mes enquêtes et aller jusqu'au bout. Mais on dit quelque chose. N'oublions pas. En justice, en droit. Et comme les avocats ont l'habitude de dire au président, on dit, bon, vous me l'enseignerez, monsieur le président. Lorsque l'acte n'est pas posé, la sanction n'est pas à la hauteur de l'intention. Mais on dit aussi l'intention vaut l'acte. Voilà. Ça veut dire que la sanction prévue pour l'acte est proportionnelle à l'intention. Non, mais dans certains cas, lorsque l'acte n'est pas posé, il y a des dossiers, on a dit on a voulu faire ci, il y a ici ça, mais on a dit l'acte n'a pas été posé, par conséquent, c'est fini. Ça peut être un jeu. Maintenant, dans ce cas-là, la femme qui fait ce document, je sais qu'elle a des intentions qui ne sont pas claires. Et nous sommes tous d'accord qu'il faut mettre la lumière. Moi, je vais mettre la lumière avant de me séparer d'elle. Et lorsqu'on parle de poursuite, c'est une bonne chose. Mais dans certains cas, les gens ne comprennent pas. Lorsque tu vas poursuivre maintenant ton épouse et qu'elle sera déposée, des gens diront que elle soit assistante, alors qu'on oublie la personne pour la remplacer. Les autres femmes aussi vont se méfier. Parce qu'on oublie là que cette dernière a posé. Me dit non, tu ne peux pas envoyer. Sinon, là comme ça mérite d'être puni sévèrement. Alors, monsieur Watton, on a entendu un de nos téléspectateurs, le dernier, bien entendu, M. Abdelkader, qui a appelé depuis Gogounou, qui estime que qu'il faut faire les choses, comment dire, la part des choses. Il estime qu'on peut avoir affaire à un homme qui peut-être n'assume pas, je dirais, la plénitude de ses responsabilités dans le foyer et que cela pourrait amener, comment dire, la femme à se comporter de cette manière. Voyez-vous de la pertinence dans un argumentaire pareil? Non, M. Waham. Même si au foyer, l'homme n'arrive pas à tout faire. Et ce n'est pas une raison pour aller chercher quelqu'un d'autre. Par exemple, l'adultère n'est pas autorisé. L'adultère n'est pas autorisé. Donc, si ici, dans ce cas, si elle doit avoir de l'argent venant de quelque part, c'est qu'elle a déjà commis l'adultère. En fond, mais ton hawaïa, à l'homme, mais à tout, à la soupe, ben on a quoi, oui. Et donc, ça conduit. Oui, tu as mis les pieds dans la brousse. Tu as mis les pieds. Le problème, c'est que c'est très, très complexe. Et que ce soit après les enquêtes telles que, mettons, Eman vient de le dire, qu'il faut mener les enquêtes. C'est bien. Mais si on mène les enquêtes et finalement on dit qu'elle n'est pas fautive, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La garder encore? On ne fera plus jamais ça. Parce que déjà, il n'y a pas confiance et il y a méfiance. Il faut tout faire pour agir d'une manière où tu peux te sauver ta vie. Tu peux sauver ta vie. En sauvant ta vie, c'est de ne pas la garder encore. Sous le toit, on ne peut plus la garder. Et d'ailleurs, moi, je viens d'Abomey, où beaucoup de choses sont interdites. Là, mettons aussi, comprendre ces trucs-là. Mais les loyers, même si possible, loyer les enfants, parce qu'il peut penser par les enfants pour atteindre son objectif. C'est tout à fait. C'est ça qui a amené notre téléspectateur qui a arrêté tout à l'heure de dire que la femme, elle est dangereuse, même pour les enfants. Puis ne prendre pas les enfants pour venir, c'est même plus rapide. Bien sûr. Parce qu'ils dorment là, la femme est partie, ce n'est que tes grands-enfants qui vont te donner à manger. Il doit justifier son acte. Alors, on revient maintenant sur les enfants d'Akokou Hassen Medewayon. Comment vous voyez les choses? Vous êtes déclaré mort pourtant vivant, alors que vous êtes pourtant vivant. Quelle peut être la réaction des enfants quand ceux-ci vont apprendre, n'est-ce pas, que leur papa, n'est-ce pas, qu'il continue de leur donner de déjeuner chaque matin, n'est-ce pas, est, comment dire, déclaré mort. Quel peut être l'état d'âme de ces enfants que la maman déclare indirectement orphelin de père? Mais les enfants ne seront pas d'accord. Je crois bien que les enfants ne vont pas partager cet acte que leur maman a posé. Je suis mort déjà depuis 3 ans. Et je vous nourris tous les jours. Alors là, cet acte, les enfants ne vont pas digérer. Maintenant,
entre toi et moi, femme, qui prépare un document, tu dois expliquer d'où est venue cette idée. Et tu m'amènes jusqu'à... Herman maintenant a parlé de l'authenticité. Tu m'amènes jusqu'à la chose, à la source. Hein? Et après m'avoir amené à la source, je me sépare de toi. On dit que c'est au cours de ces enquêtes-là que peut-être la mort mourir parce que se dit que bon, le secret est de ne pas accepter vous amener à la source. Il y a des choses qui se passent et les hommes ignorent. Et ça les rattrape. Est-ce que vous voyez? Une femme qui se sépare de toi et tu dis bon, allez, elle n'a qu'à foutre son camp, elle va partir sans mener les enquêtes, les tenants et les aboutissants de cette séparation. Bon Dieu. Tu ne mènes aucune enquête sur ça. C'est grave. Vous vous êtes séparés, bon, tu dis bon, d'accord, elle n'a qu'à foutre le camp, c'est grave. Et tu ne mènes pas tes enquêtes pour voir si un ami proche est en dessous. Si tu ne fais pas ça, n'importe quelle femme qui vient partira. Va partir. Parce qu'il y a une corde qui est là. La corde est là. C'est cette corde qui tire la femme vers le devant. Voilà. Donc, il y a des choses, nous allons être stratèges, de fins stratèges, quand nous sommes ensemble dans un ménage, il faut être vigilant. Hein? Ce n'est pas que tu seras contre ton épouse, tout ça là. Non, non, c'est pas ça. Mais seulement que tu as un œil sur tout ce qui se passe dans la maison. Et quand tu remarques ce acte-là, qu'on remarque, le document-là qu'on remarque là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, plus que dangereux même. Parce que, je te dis, je suis mort. C'est dangereusement dangereux. Encore que là, ce n'est même pas seulement mort au lit. Ce n'est pas seulement mort au lit, comme vous avez dit. C'est que vous êtes mort. Mort virtuel. De ce moment, le mort ne mange pas. Le mort, je ne peux plus manger ce que toi tu as préparé. Je ne peux plus manger. Je ne peux plus aller au lit avec toi. Ça, c'est compliqué. Allez, je m'avais donné lecture de la contribution de nos fidèles téléspectatrices. Elle nous accompagne également dans le débat par ici. Admettons, vous avez le bonjour de Ella Glele. Ella Glele qui fait souvent le débat par ici. Elle dit bonjour le plateau. J'ai essayé d'avoir la ligne sans succès. Une femme qui établit un acte de décès de son époux est une criminelle, puisque si elle a l'occasion de le faire, vraiment, elle le fera. C'est très dangereux de penser même à la mort de quelqu'un qui est encore vivant et bien portant. On met fin à cette relation malgré les années passées ensemble. C'est donc la contribution de Ella Glele. Alors, Emma, mettons, je vous amène toujours sur le chantier, je dirais, des enfants. Quel peut être, je dirais, l'état d'âme des enfants que maman déclare indirectement, je dirais, orphelins de père, même si pour le cas des enfants, eux, ils n'ont pas eu un certificat qui les déclare orphelins officiellement. Les enfants seront choqués. Vraiment choqués. On est là avec un couple de plusieurs enfants, des enfants vraiment choqués, qui a une ancienneté de 18 ans au moins. D'apprendre que leur papa, pour qui ils ont de l'affection, qui s'occupe, même s'ils ne s'occupent pas fondamentalement et totalement d'eux, leur papa, ils ont une affection pour leur papa. Que leur maman arrive à poser de tels actes, déclarant la mort de leur papa, ils seront choqués, mais vont chercher à comprendre quelles sont les réelles motivations de maman. Pourquoi maman a posé ce acte? Peut-être qu'ils peuvent chambrer maman quelque part pour dire maman, pourquoi vous avez fait ça? À l'insu de papa, pour comprendre les réels, parce que ils vont chercher à sauver leur main, ils ne vont pas être d'accord pour le divorce ou la séparation. D'accord. Emma, maintenant, vous permettez, il y a un téléspectateur qui nous appelle de l'étranger, vous permettez, n'est-ce pas, qu'on puisse lui faire plaisir en raison de, je dirais, de l'attention, de la distance, de la fréquence et de l'attention qu'il nous accorde. Téléspectateur, lui, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Rabou. Wow. Papa 3P. Wow, j'ai pensé à un appel de l'étranger. Ouais, vraiment, non. Si vous ne me plairez pas aujourd'hui, là, vraiment, je serai mécontent. J'ai trop cherché la vie, là. D'accord. Ah bon, on dit merci aussi aux techniciens qui ont compris votre préoccupation. Depuis Sinandé, n'est-ce pas? Bonjour, Herman. Oui, bonjour, papa. Oui.
D'accord, 3P depuis Sinandé. Oui, le sujet d'aujourd'hui là. C'est-à-dire, on ne fait pas garçon là, on ne fait pas homme là. On ne fait pas homme. Alors qu'on est homme. On est homme, gars. Mais quand tu vois ta mort et tu résistes, et tu dis encore que je vais attendre là, la femme là, il faut la vider. Rapidement. Même si il y a des invitations, même si tu peux me faire des enfants, tu peux peut-être, c'est-à-dire n'importe quoi, c'est-à-dire cadre n'importe quoi là, où je ne sais pas. D'accord. Mais 3P a toujours aimé les femmes. Je préfère que Dieu me donne la mort, que je ne vois pas. Que je vois que ma propre femme l'a dit que je suis bien. C'est-à-dire, il y a des trucs là qu'on ne pardonne pas. Ce sont des jeux brutaux. Oui, il faut aller 4 tâches. Sinon, les gens vont te laver. Et après tout là, c'est tu meurs à petit coup. C'est-à-dire à petit coup. Elle va te rattraper à petit coup. Merci. Merci beaucoup, Papa 3P. C'est depuis Sinandé. Merci. Merci bien. C'est souvent un soutien des femmes. Mais il a estimé que ici, franchement, la femme a fait sortir le meilleur de ses talents. Le meilleur de ses talents qui le dépasse lui-même. Oui, donc les enfants sont choqués et vont chercher à comprendre. Parce qu'ils ne vont pas accepter le divorce. Ils ne seront pas d'accord. Comment faire pour comprendre les réelles motivations de maman et chercher à jouer même rôle de sapeur-pompier pour dire papa, oui, voilà. Parce que c'est une mort silencieuse. Peut-être qu'on te prépare, tu manges doucement. Peut-être on se dit, avec ce qu'on t'envoie dans le corps d'ici 5 ans, tu vas lâcher. Quoi qu'on dise, le divorce va intervenir. Mais je dis, quand on dit, Papa 3P dit, cache. Non. Si vous faites ça, c'est que vous allez laisser le dossier en l'état. Vous pouvez quitter la maison, créer quelque chose pour aller dire je vais à une mission ou bien trouver un refuge ailleurs, le temps de mener les enquêtes, peut-être qu'on peut commencer par se poser des questions. Pourquoi papa fait ça? Il a découvert le document. Il a découvert le document, donc commencer à... Mais c'est justement là que notre téléspectateur disait que bon, c'est-à-dire vous êtes dans les enquêtes, elle-même elle s'inquiète ou bien du nouveau comportement que vous devez avoir dans la maison, n'est-ce pas? Et que bon, elle se dit, ah tiens, c'est que ce monsieur sans doute a découvert le document, il vaut mieux. Et elle va vérifier si le document est encore là. Le document serait en place. Mais moi, si je découvre l'avoir, moi je ne vais pas jouer du cas, je le dis, je dois comprendre tout ce qui s'est passé. Cela me permettra de prendre d'autres précautions après le divorce. D'accord. Oui, maintenant je veux voir de votre analyse de la situation, comment les enfants peuvent réagir selon vous. Des enfants qu'on a déclarés orphelins de père, alors qu'ils continuent de prendre le petit déjeuner chez leur papa qui est physiquement présent à la maison. Pour moi, Otto Bruno, je dirais que les enfants seront très très gênés dans la maison du comportement de leur maman et ne vont même pas la pardonner parce que depuis 18 ans, voire 19 ans que vous êtes ensemble, on doit avoir déjà de grands enfants qui peuvent savoir... Qui peuvent avoir une façon de voir, une façon un peu plus raisonnable de voir les choses. C'est ça. Donc, même si ils apprennent que leur papa, étant vivant, est déjà mort par un acte, ils ne seront pas d'accord. Mais ils ne peuvent pas immédiatement attaquer leur maman pour ça. Certainement, à cause de certaines choses, cela peut survenir et on va dire il y a tel problème. Papa n'est plus tranquille à la maison ou bien on prépare, il ne mange plus. Un de ces garçons peut demander, mais papa, depuis lors, vous avez l'habitude de manger à la maison. Voilà qu'à partir d'un moment donné maintenant, vous ne mangez plus, le courant ne passe plus à la maison parce qu'il y a des curieux qui vont vous le dire ouvertement. C'est dans cette condition que je peux déclarer à leur maman qu'elle a la réponse en elle. Elle a la réponse en elle. Donc, parce que... Elle sait de quoi il s'agit. Si elle a la possibilité de dire ça devant ses enfants et moi-même, c'est bon. Au pire des cas, nous y serons jusqu'au moment où je vais rejoindre Eman en ce sens, jusqu'au point où je saurai que effectivement les enquêtes ont prouvé que elle est dedans. Pour les enfants. Pensez-vous qu'il y a possibilité, pensez-vous qu'il y a possibilité que les enfants soient complices d'une manière ou d'une autre? Bien sûr. On peut
avec la complicité des enfants, on peut, les mamans sont capables de tout. Elles peuvent même faire cela, se rapprocher. Tu vas voir parmi tes enfants, un enfant se rapproche plus de sa maman, ou bien 2 ou 3 se rapprochent plus de leur maman que cela. Donc, alors là, il y aura peut-être une complicité. Maintenant, ce n'est pas une faute mineure. Ça là, ce n'est pas une faute mineure. Quand on dit que je suis déjà mort et tu es sous mon toit, soit tu as un homme que tu veux faire cela, que tu veux que tu visites régulièrement, tu veux lui faire comprendre que tu n'as plus de mari, ou soit tu as une association où l'une des sectes dont nous parlons là, tu es dans l'une des sectes, mais seulement que ce que moi je dis, une femme sous le toit d'un homme qui a un document comme ça, il faut chercher la source. Il faut bien chercher la source. Maintenant, si tu arrives à comprendre ce qui se passe, il ne faut pas banaliser. Parce que 3P vient de dire maintenant, parce que c'est le soutien des femmes. Je regrette qu'il n'y a même pas une seule femme sur le plateau pour discuter de ce sujet avec nous. Maintenant, une femme qui fait ça là, il faut plus manger. Manger son repas, parce que j'ai un ami... Même pas aller se secouer au lit par moment. Non, il faut mettre... Mais vous étiez dedans depuis 3 ans. Depuis 3 ans que votre activité est établie, vous mangez. Vous buvez à satiété. Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis retrouvé devant un acte qu'on m'a déjà préparé. Alors là, je te mets à côté et tu vas t'expliquer jusqu'à mentir même. Tu vas t'expliquer jusqu'à... Parce que là, tu prends tes précautions, c'est la mort. Vous n'allez pas la manger, elle aussi ne va pas vous manger. À la tombe, il n'y a jamais une femme qui accompagne son homme à la tombe. Donc... Mettons très rapidement, et ce serait la toute dernière question. Possibilité d'avoir des enfants complices dans cette affaire? Oui, on ne peut pas dire non, c'est possible. C'est possible qu'on peut avoir. Il faut voir, peut-être il y a lavage de cerveau. Maman a fait lavage de cerveau aux enfants pour leur peut-être dire ce que les enfants ne savent pas, leur médiateur ce qu'ils ne savent pas, parce que lorsque vous n'avez pas la maturité de comprendre les choses, c'est facile de tomber. C'est ta maman. Donc tu vas dire, elle ne peut jamais vouloir mon mal, ce qu'elle fait peut-être que maintenant c'est lorsqu'on va te montrer les détails, les risques, tout ce que l'acte qu'elle a posé, donc tu as été complice là, voilà ce que ça veut dire. Là, vous dites, entre-temps, je n'avais pas vu ces aspects-là. Donc ça peut être possible. Vraiment, ça me donne l'idée de ramener le sujet peut-être un peu plus tard pour qu'on essaie d'évaluer, je dirais, le degré de complicité et le degré, je dirais, de proximité de ces complices avec, je dirais, la victime. C'est-à-dire qu'on découvrira sans doute au cas où les complices sont les enfants, les complices sont peut-être un membre de votre propre famille. Donc les proches, et peut-être un des amis que vous avez estimé être un ami intime et autres. Très bien. Donc, dès que les enquêtes de Herman, mettons, auraient été menées jusqu'à bout, n'est-ce pas, on va évaluer le fruit de ces enquêtes. Voilà, merci. Allez, le temps est vite passé. On va commencer par dire merci à bien de personnes qui ont contribué à ce débat. Ils sont nombreux à nous avoir écrit et apporté, je dirais, un plus à nos échanges. On va dire merci à monsieur Aïkou, n'est-ce pas? Ayou, voilà, depuis Cotonou, madame Dosouvi, qui nous a appelé ce matin, dont l'enfant d'ailleurs fête son anniversaire. Nous lui disons joyeux anniversaire. C'est Jessica, elle s'appelle. Très bonne journée à elle aujourd'hui. Monsieur Kosoko, qui nous a appelé depuis Agla. On a eu le coup de fil de Mathieu. Monsieur Abdelkader, qui nous a appelé depuis Gogounou. Et puis Papa 3P, qui nous a appelé depuis Sinandé. Allez, on va également dire joyeux anniversaire à un de nos fidèles téléspectateurs. Il s'appelle Cardo Nkari. Il fête son anniversaire courant sur mois d'août. Paix, bonne santé et longévité. Nous lui souhaitons succès et fidélité également au programme de Canal 3 Bénin. Herman Meton. Merci. Koko et Hassan Medewayon. Merci. Bruno Woto. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Je vous donne rendez-vous à midi pour la rediffusion de ce numéro et autour de 23h45 dans la soirée. Allez, portez-vous bien.